Voici info.tvc en manchette. Promotion de la sécurité en matière de véhicules hors route. Programmation jeunesse de Diffusion Mordicus. La CEF de la péninsule présente le jeu Le Responsable. Nouveau poste d'agent de communication à combler à la ressourcerie de la Matapédia. Travaux routiers secteur Val-Brillant. Le maire Jacques Pelletier muselé par le ministère des Transports du Québec. Emballage de cadeaux par le club Richelieu-La Rocade chez Sport Expert. Vincent Dufour nous rappelle l'importance de recycler et finalement la chronique livre de Mike Roy. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Cette semaine, on a encore plein de sujets à vous présenter qui se sont passés dans la Matapédia. Et on commence tout de suite avec un retour sur le souper des personnes seules qui est organisé par la Maison des familles. C'est plus de 360 repas qui ont été servis par plus de 58 bénévoles qui étaient présents. Les concessionnaires de véhicules hors route et les motorisés, la MRC et les clubs de motoneige de la Matapédia se sont réunis pour faire des actions ensemble pour la sécurité et les bonnes pratiques en matière de véhicules hors route. La motoneige et le quad, c'est un apport économique et touristique et un loisir important pour la population matapédienne. 399 000 quads et 215 000 motoneiges immatriculés au Québec. Il se vend plus de 500 véhicules hors route, soit motoneige, moto, double usage, quad et côte-à-côte neufs par année dans la Matapédia. C'est une contribution économique importante et qualité des sentiers des véhicules hors route emmène une manne touristique de plus en plus grande chaque année. Les sentiers de motoneige locaux sont reconnus pour leur enneigement et la qualité d'entretien, et la région matapédienne est l'endroit de référence pour le quad au Canada. En passant, les motos double usage vont être acceptées sur les sentiers de Club VTT de la Matapédia à partir du printemps, à partir de là, mais quand on va ouvrir au printemps. C'est les enduro, on ne parle pas de motocross, évidemment. Dans la région, des formations de conduite et de sécurité sont dispensées 2 ou 3 fois par année par des moniteurs accrédités par l'Institut de sécurité du Canada pour les conducteurs de véhicules hors route. La popularité du quad et de la motoneige donne une opportunité de loisir intéressant pour ceux qui la pratiquent, mais peut comporter quelques désagréments pour les riverains de ces sentiers, sinon respect de la réglementation, quand les gens sont dérangés par le bruit et la vitesse. C'est une situation déplorée par les citoyens et les personnes les plus touchées, à part les riverains, sont les dirigeants et membres de l'activité motoneige et quad. Les silencieux modifiés, qu'on appelle pipe, sont interdits de vente au Québec et il est défendu d'en poser sur le véhicule hors route. Un mémoire a été déposé à l'Assemblée nationale dans ce sens par le Club quad de la région et fait depuis une dizaine d'années partie de la réglementation provinciale des véhicules hors route. Les 600 droits de passage accordés par les propriétaires privés pour la pratique de nos activités, le quad et la motoneige, sont fragiles et à ça se rajoutent les règlements municipaux et les traverses qui ne sont pas permanentes, dont il faut renouveler l'entente avec le ministère des Transports à chaque année. C'est un privilège de passer sur le terrain des gens qui ont la gentillesse de nous laisser circuler chez eux. Les clubs de véhicules hors route ont des centaines de kilomètres, mais n'ont pas 100 pieds qui leur appartiennent. Circuler hors sentier sur les terrains et l'eau privée est inadmissible. C'est un non-respect de l'entente entre les propriétaires et le club, sans compter que briser les biens d'autrui n'aide pas à faire accepter les droits de passage. Dans la correspondance acheminée par les clubs de véhicules hors route à leurs membres et dans chacune de leurs revues respectives, on fait la promotion de la prudence et du respect des gens et de l'environnement. Nous croyons que c'est bien compris et bien pratiqué par la très grande majorité des utilisateurs. Nous sommes rendus maintenant à la sensibilisation par les usagers eux-mêmes pour garder nos activités agréables, intéressantes et sécuritaires. La vitesse n'a pas sa place dans la pratique de la motoneige et du quad,
ainsi que de motos double usage. C'est un danger pour les délinquants eux-mêmes, pour ceux qui pratiquent la même activité et pour la population en général. Quand un accident arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Les conséquences sont désastreuses pour les personnes impliquées ainsi que pour les proches des victimes pour qui leur vie est changée à jamais. Les boissons alcoolisées font, nous le savons, un très mauvais mélange avec l'essence. Mieux vaut se tenir proche du 0 que du 0,08. Et dépasser cette norme, c'est inacceptable et irresponsable. La Sûreté du Québec ne peut être partout, en tout temps. C'est la responsabilité et même le devoir de tous les utilisateurs de promouvoir la prudence et de rappeler à l'ordre ceux qui agissent de manière irréfléchie. Ça se dit et on a le devoir de le dire. Tu ne devrais pas conduire, tu as bu. Prends-en pas trop, tu vas conduire. Fais attention à la vitesse et au bruit. Ça dérange le voisinage et on va perdre les droits de passage. Merci de votre attention. En fonction des saisons, les policiers du poste de la MRC de la Matapédia patrouillent les sentiers de VTT, de motoneige et les principaux plans d'eau en vue d'appliquer la réglementation propre à chaque type de véhicule. Ces interventions visent à assurer la sécurité dans ces secteurs, souvent plus difficiles d'accès. Au cours de ces patrouilles, les policiers visitent les différents clubs et lieux de rassemblement afin de diffuser de l'information en matière de prévention. Ils sont également présents lors des événements d'importance tels que le festival Quad Matapédien, entre autres, et la randonnée des Demoiselles de l'Est en rapport au cancer du sein. Ces présences policières accrues se font également en collaboration avec nos précieux partenaires des fédérations des clubs quad et motoneigistes. Ces opérations conjointes visent à sensibiliser les usagers des sentiers récréotouristiques à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. Nos interventions ciblent également les délinquants dont le comportement représente un risque pour leur sécurité ou celle des autres usagers. Voici un bref aperçu de la réglementation en matière de sécurité routière des véhicules hors route. Entre autres, la circulation en motoneige et en VTT est interdite sur les chemins publics, sauf en cas d'exception, notamment aux endroits qui sont prévus par une signalisation. La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h au niveau des motoneiges et 50 km/h au niveau des VTT. Les motoneigistes et quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. Il est interdit, entre autres, d'effectuer une modification d'un véhicule hors route susceptible d'augmenter les émissions de bruit du système d'échappement. Pour terminer, notre objectif pour la saison à venir est de continuer à intervenir efficacement aux bons endroits, au bon moment et sur les bonnes causes. Toujours en misant sur la synergie des 4 axes de la philosophie EPIC pour éducation, prévention, intervention et communication. Rappelons, comme M. Blouin l'a bien dit, que la sécurité des activités récréotouristiques, c'est l'affaire de tous. Merci d'être présent. C'est agréable de voir la belle concertation qu'il y a autour de la table ici ce matin. Merci d'y être. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le comité de sécurité publique de la MRC. C'est un comité qui travaille année après année. Il est composé actuellement de M. Jacques, maire de Val-Bréand, Jacques Pelletier, Pierre Damour, maire d'Amqui, Marcel Belzile, maire de Sébec, moi-même, Steve Lepage, pour la Sûreté du Québec, Martin Landry, qui est directeur adjoint, et Joël Tremblay. À ce groupe-là, on ajoute des fois des gens qui viennent travailler avec nous autres sur des dossiers particuliers au fil des rencontres, au fil des années comme tel. Notre objectif, on a 3 priorités au niveau du comité de sécurité publique. Le premier, l'objectif numéro 1, c'est la sécurité routière. Vous savez, c'est là où il y a le plus d'accidents, donc c'est là où on met le plus d'énergie. On travaille aussi à la lutte aux stupéfiants, donc c'est pour ça que la Sûreté du Québec est toujours collée à notre réalité. Et on travaille beaucoup avec la prévention des personnes âgées et des jeunes.
prévention de la maltraitance ou des choses comme ça. C'est des priorités majeures. Cette année, on a ajouté un dossier qui est celui de la circulation des véhicules hors route, notamment les VTT et les motoneiges. Donc, comme vous n'avez entendu parler autour de moi dans les dernières minutes. On le sait, notre région, c'est une région qui est propice pour ce genre d'activité-là. On a des organisations, clubs de VTT, clubs de motoneige, qui font de l'excellent travail. C'est des bénévoles. Je les félicite parce que je suis un utilisateur des services que vous offrez. Puis, c'est du gros bénévolat, on le sait. Donc, on vous remercie pour ça. Maintenant, tout ce travail-là qui se fait amène des retombées économiques importantes pour la vallée de la Matapédia, autant au niveau de la restauration, de l'hébergement, pour les concessionnaires, puis pour les services qu'on peut offrir. Donc, c'est un vecteur économique quand même important, tout ce qui s'appelle le VTT et la motoneige. Au printemps dernier, le Comité de sécurité publique a décidé de travailler un petit peu sur cette problématique-là et avec des rencontres avec les concessionnaires, avec les gens des clubs et motoneige et quad, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de réel grand problème dans la Matapédia. Les gens sont bien accueillis. Vous le savez, lorsqu'au mois de septembre, le Club quad fait ses activités, on a un bon accueil, on a des bons services. Il n'y a pas de problème majeur, mais il reste quand même qu'il y a des éléments. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'en parler à l'occasion. Puis c'est un peu l'objectif qu'on a ici, de vous dire qu'on se concerte pour être capable de améliorer la sécurité des usagers. On sait qu'à chaque année, malheureusement, il arrive des accidents. Donc, on veut travailler dans ce sens-là. On vise, quand on parle de sensibilisation, on pense aux gens qui sont peut-être un petit peu plus délinquants, qui vont en dehors des pistes, qui ont des silencieux qui sont modifiés. Ça dérange des gens. C'est désagréable pour la personne qui est au volant. C'est un beau feeling. Mais pour les personnes qui sont autour, qui dorment à 2 heures du matin et qui entendent ça, ça, c'est plus dommageable un petit peu. L'approche qu'on a au niveau des partenaires, donc les gens qui sont autour de la table ici, c'est vraiment une approche de sensibilisation et de prévention dans un premier temps. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut travailler, c'est de passer un message pour prévenir ces risques-là, de respecter les règles, les us et coutumes que M. Lepage a bien énumérées tantôt. Aujourd'hui, on parlait de sécurité en motoneige, en véhicule hors route. Dites-moi l'abondance, l'économie que ça vous apporte, là, toute la motoneige. Est-ce que ça fait un boom chez vous là, quand ça commence? Oui, c'est certain qu'en début d'année, c'était un gros boom. Les gens, autant de l'extérieur que de la région, viennent nous voir pour des motoneiges, bien entendu, et des inspections. Puis, effectivement, c'est un gros boom. C'est un secteur qu'il faut privilégier aussi dans la région. Puis, c'est comme on vient de dire dans l'entrevue tantôt, c'est bon de respecter les règles pour garder les droits de passage, effectivement. Ah oui. Ouais. Et puis, de votre côté, est-ce que c'est aussi quelque chose d'important là, pour votre entreprise, la motoneige? Bien sûr, c'est notre économie. Si on n'a pas de sentier de motoneige dans la région, beaucoup moins de ventes de motoneige et d'accessoires et d'entretien, et ainsi de suite. C'est une roue qui tourne avec la sécurité et tout, avec la motoneige. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire trop de bruit. Il y en a qui vont acheter de quoi pour modifier leur motoneige, pour faire plus de bruit. Est-ce que ça vous est souvent demandé, ça? Oui, c'est demandé. C'est sûr qu'il reste un gros rôle de sensibilisation à faire là-dedans. Je vous dirais que je pense que c'est quand même peut-être 1 % des gens qui sont délinquants en sentier, mais oui, avec un peu d'effort, on va arriver à faire respecter les règles. Et puis, de votre côté, est-ce que c'est demandé aussi? Oui, nous, c'est demandé régulièrement. On avait pris l'initiative, là, une dizaine d'années, de plus vendre d'échappements modifiés pour les motoneiges. Fait que s'il y a des morfleurs qui sortent modifiés, ils ne viennent pas de notre concession. Oui, c'est en vente sur Internet, malheureusement. Alors, bien, merci à vous deux. Puis, je suis certaine que vous pouvez transmettre la sécurité à vos clients. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, j'ai 2 représentants, des fiers représentants de Club de motoneige. On commence par Lorraine. Oui, mon nom est Lorraine Hervé. Je fais partie je suis secrétaire du Club de motoneige La Coulée Verte d'Albertville. Et nous avons ici Jacques Thériault. Je suis membre du Club de motoneige Vallée Matapédia, puis je suis directeur.
On parlait de sécurité aujourd'hui, mais d'abord, j'aimerais savoir les membres. Avez-vous beaucoup de membres dans vos clubs respectifs? Nous, on en a alentour de 350. Oui, dans notre club. Nous autres, cette année, je pense que c'était 744, mais c'était une année record qu'on a eue l'année passée. Parce qu'ici, il y avait plus de neige qu'ailleurs. Hein? Dites-moi pourquoi on a eu une année record, finalement. Oui, bien même parce que nos pistes sont bien grattées, sont bien entretenues. ça incite les membres à prendre 2 cartes. Puis, il y a des gens de l'extérieur aussi qui viennent. Beaucoup de l'extérieur, parce qu'avec la piste qu'on a faite partir du Nouveau-Brunswick à venir ici, ça a emporté beaucoup de cartes et retombées économiques. Ça a apparu beaucoup. Oui. Comment ça se passe dans vos clubs? Est-ce qu'il y a un bon respect des règlements, de la sécurité? Oui, ça va très bien. Ils sont respectueux, les gens sont respectueux, les membres. Oui, très bien. Oui, dans notre club, c'est pareil. Oui. Je pense qu'il y a des patrouilleurs aussi. Hein? Oui, il y a des patrouilleurs qui passent dans les pistes, là, qui surveillent. Eh bien, il y a des activités qui se passent aussi. Je pense qu'il va y avoir l'ouverture officielle en fin de semaine. Exactement, samedi soir, un souper, une soirée. Fait que tout le monde sont bienvenus. Mais à venir au club de motoneige La Coulée Verte, à Albertville. Nous autres, OK. Nous autres, notre souper, il vient d'être passé en fin de semaine. OK. Puis l'hiver, on a des l'hiver, on a des randonnées là, de prévues. La randonnée du président. Puis on en fait moins qu'on en faisait par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Bien, à micro fermé, on se disait qu'il y a un manque de bénévoles. C'est en plein ça. Il y a un manque de bénévoles, tu sais, pour s'occuper des clubs. Puis on rajeunit pas, on vieillit. Qu'est-ce que les bénévoles peuvent faire exactement là, quand ils veulent s'impliquer un peu plus? Bien, regarde, l'entretien des pistes, c'est juste la signalisation. Tu sais, puis, mais ça va bien sur ce côté-là. Là, on n'a pas de misère avec les bénévoles. Okay. Ouais. C'est tout. Le reste, c'est pour être directeur des clubs puis être rentrer dans le club qui a un manque. Ouais. Oui. Quand ça devient des responsabilités plus officielles. C'est ça. C'est là que ça disparaît. Bien, l'appel est lancé à tous et puis bien, sûrement à Albertville aussi, vous avez besoin de bénévoles. Oui, beaucoup besoin. Puis on remercie beaucoup les gens qui travaillent sur les pistes. Hein. C'est du travail colossal. Fait qu'on les remercie beaucoup. Et bienvenue à d'autres qui veulent faire le pas. Bien, merci à vous. Okay, merci beaucoup. Merci. Nous vous avons laissé sur votre appétit la semaine dernière avec la première partie du lancement de la programmation de Diffusion Mordicus. Eh bien, chose promise, chose due, maintenant on s'en va voir la deuxième partie du lancement de la programmation hiver-printemps de Diffusion Mordicus. Ce matin, on va vous parler de 2 choses. En plus de vous présenter la programmation hiver-printemps qui s'en vient, Karine va vous annoncer de belles nouvelles pour Diffusion Mordicus. Et ça touche autant les jeunes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge que toute la communauté, je vous dirais, de toutes les écoles. Et c'est des belles nouvelles que Diffusion Mordicus a reçues. Donc, Karine, je vais te laisser la parole tout de suite. La MRC de la Matapédia nous a annoncé récemment qu'elle nous donnait un 3 000 pour réaliser, dans le fond, une activité qui sort de notre fonctionnement régulier. Et dans le fond, on a choisi avec Exadance, qui donne le Multivalse Danse ici à l'école secondaire, d'organiser vraiment une journée entière dédiée à la danse. Donc, ça va avoir lieu samedi le 28 mars 2020 au 123 rue des Biens à Amqui, qui se trouve à être l'école Sainte-Ursule. En gros, ça va être de 9h à 16h. L'activité va être gratuite. Ça va être ouvert aux 8 à 17 ans. Puis, il va y avoir un maximum de 80 participants. Et c'est ça, il va y avoir tout au long de la journée des activités en danse, donc présentation en mouvement des membres de la compagnie Exadance, comme je vous disais, qui donne le Multivalse Danse ici. Activité brise-glace, période d'échauffement. Il va y avoir des ateliers de danse avec B-Boy Block, qui est un double champion en Europe de breakdancing. Il va y avoir aussi une initiation à la danse sportive. Ça reste à canner encore, si ça va vraiment être de la danse sportive, à voir.
Ensuite, il va y avoir une conférence par Anne Bellavance-Roy, kinésiologue, qui va parler de la danse, comment bien s'échauffer, les muscles qui sont mis à profit, etc. Dîner sur place, il va y avoir aussi un circuit éducatif, un jeu questionnaire sur la thématique de la danse, évidemment. Puis, en après-midi, on passe l'après-midi avec la troupe de danse Bouge de là, qui ont reçu des prix là, pour leur œuvre à travers mes yeux. Et dont fait partie Emily Wilson, qui a fait qui a participé à Révolution pendant 2 saisons à TVA, qui est très bonne. Donc, il va y avoir des initiations au hip-hop pour les 8-12 ans et les 13-17 ans. Puis ensuite de ça, il va y avoir atelier de danse, impro duo, étirement, relaxation, évaluation de la journée. Donc, ça serait un peu ça, la journée qu'on va pouvoir offrir grâce au soutien ciblé de la MRC de la Matapédia. Ensuite, on a reçu aussi environ 36 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, qui est pour relancer l'impro jeunesse à l'école secondaire. Certains jeunes de l'école secondaire ont joué avec la LNI, vous étiez là, vous l'avez vu, le 8 et 9 octobre dernier. Et dans le fond, avant cette rencontre-là, il y avait eu une fin de semaine entière d'ateliers qui avait été offert par Diffusion Mordicus pour bien préparer les jeunes. Aussi avec l'école secondaire qui est un partenaire là-dedans. Jean-Luc donne aussi des cours d'impro sur les heures du midi. Mais c'est ça, on veut, au retour des fêtes, en donner encore davantage, puis organiser des petits matchs peut-être sur les heures du midi au bistrot, si c'est quelque chose de possible, et en soirée à la salle. Puis vers la fin de l'année, on veut aussi organiser un match d'impro avec les étoiles locales d'ici. Fait que les jeunes contre des adultes de la Matapédia. Fait que c'est un peu ça qu'on va mettre de l'avant cette année pour l'impro grâce au ministère de la Culture et des Communications. Et finalement, on a reçu aussi une bonne nouvelle du Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous accorde dans le fond une subvention ponctuelle pour permettre d'atteindre 29 représentations offertes aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans le cadre de sorties culturelles scolaires. Donc, il va y avoir de la culture pour vous cette année. On est bien contents de ça. Est-ce que c'est tout? On peut, juste pour vous situer un petit peu, le montant du Conseil des arts et lettres du Québec, c'est près de 44 000 $ qu'on a reçu pour faire cet événement-là. Ce serait des spectacles, entre autres, qui seraient présentés durant la période du dîner. Après le dîner, la période est plus longue, donc ça serait présenté à la salle Jean Cossette. Question de faire venir toutes les écoles, autant Coron, Saint-Ursule que l'école polyvalente, que l'école secondaire plutôt. Donc, et ça s'inscrit dans un peu notre stratégie jeunesse auprès de Diffusion Mordicus parce qu'on visait à faire vivre la culture énormément aux jeunes de l'école et à tous les jeunes de la vallée de la Matapédia. Donc, on avait rencontré les professeurs, les directions au début en leur disant « On va être présents, préparez-vous ». Tous les projets qu'on a mis en place ont été acceptés à 200 %. Donc, on est aussi présent que le sport maintenant dans l'école et c'est ça qu'on visait. C'est ça qui est le fun. Ça s'inscrit aussi avec nos porte-paroles qui sont 2 jeunes de l'école secondaire pour rapprocher les jeunes de la culture, de la salle de spectacle, de leur salle de spectacle évidemment. Et ça fonctionne extrêmement bien. Karine, tu fais partie de la grande famille de Diffusion Mordicus depuis quelque temps, depuis juin. Et dis-moi, c'est quoi ton implication exactement ici? En fait, moi, je suis agent de communication et de développement, donc je communique et je développe, ça le dit. Je suis aussi responsable, dans le fond, du volet jeune public, donc tout ce qui est représentation scolaire, tous les spectacles jeune public. C'est moi qui va programmer ça, tandis que Michel, il va lui programmer le grand public, les spectacles grand public. Voilà. Ben justement, je trouvais que ça avait beaucoup rajeuni ici à Diffusion Mordicus. On voit des jeunes qui s'impliquent, qui vendent des billets, les 2 porte-paroles. Est-ce que ça vient un peu de toi? Est-ce que c'est des idées qui avaient un peu germé dans ta tête, tout ça? Non, ben même pas. Même pas, je te dirais, c'est Michel. Michel avec ses idées, puis il a toujours eu à cœur d'impliquer les jeunes de l'école. Je pense que
La seule chose que ma venue a permis, peut-être, c'est juste de lui libérer un peu plus de temps pour le faire. Puis, ben, tu sais, monter des projets, tout ça, avec les jeunes, ben, ça demande du temps, c'est certain. Fait que c'est surtout ça avec ma venue. Puis, évidemment, ben, j'aime beaucoup les jeunes. J'ai travaillé longtemps avec les jeunes. C'est sûr que moi, ils me proposent ça, puis je tripe. Tu sais, je capote. Fait que on est deux personnes qui aiment bien travailler pour les jeunes, avec les jeunes. Puis, je pense que ça se ressent dans notre travail. Oui. Ouais. Et si il y a des gens qui pourraient avoir des idées, justement, jeunesse, avec Diffusion Mordicus, est-ce que c'est toi qu'on contacte? Oui. Tout ce qui est jeune public, dans le fond, c'est par moi que vous pouvez passer. Donc, vous pouvez m'appeler au bureau 418-631-1788 ou par courriel à développement@diffusionmordicus.ca. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Amateurs de jeux de société, bonjour! Nous avons rencontré deux jeunes demoiselles ici même en studio qui sont des employés de l'ACEF de la Péninsule, une organisation qui s'occupe de la situation financière des gens. Ils ont un nouveau jeu de société à vous présenter, le jeu Le Responsable, qui est un jeu qui s'adresse aux jeunes pour savoir comment se budgéter, comment vivre certaines situations financières. Donc, on vous les présente à l'instant. Je suis en compagnie de Juliane et Annick. Puis, on a quelque chose de spécial devant nous. C'est un jeu de société quand même novateur. C'est avec une plateforme en ligne. Bon, est-ce qu'on peut expliquer quel est ce jeu? En fait, c'est le jeu, c'est le jeu responsable. Ça fait partie du programme Mes finances, mes choix, un programme fait en partenariat entre les Carrefour Jeunesse Emploi, les ACEF et Desjardins. Donc, le jeu Le Responsable fait partie de ce programme-là. Donc, c'est un jeu pour aider les jeunes à apprendre à investir, mais de façon responsable, autant au niveau des fonds de placement que dans des entreprises. Oui. Parce qu'on ne fait pas des points seulement avec l'argent, c'est aussi avec l'écologie, tout ça. Et puis, vous avez testé le jeu, parce qu'il n'a pas encore été testé par d'autres ici dans la région. Comment ça fonctionne exactement? En fait, on joue en équipe de 4 personnes et le but du jeu, c'est vraiment d'investir l'argent de nos investisseurs, soit avec un indice de rendement élevé, puis aussi en investissant de façon responsable, comme on le disait tout à l'heure. Donc, on a un montant d'argent qu'on doit décider d'investir. On a des choix soit de compagnie ou de placement. Et on va négocier aussi avec les autres équipes pour se dire, bon, bien, où est-ce qu'on peut mettre notre argent ensemble pour faire plus d'argent puis arriver au bout pour réussir à aller le plus loin possible dans tout ça. Puis là, quand vous jouez à ça, là, parce que ça, il y a un but à ce jeu-là, c'est de transmettre des connaissances en économie, tout ça. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi votre bagage là, que vous voulez transmettre? En fait, le jeu est vraiment sur comprendre comment ça fonctionne, les placements, comment on choisit d'investir, qu'est-ce que ça veut dire investir, pourquoi quand on investit à plusieurs, ça nous rapporte plus d'argent, mais aussi pour faire des choix responsables de où on investit. Un choix responsable d'investissement, c'est entre autres investir dans des fonds qui sont bons pour l'environnement, qui ont un impact positif dans leur localité ou dans leur société, qui ont une gestion démocratique par des conseils d'administration ou par des systèmes de coop. Donc, c'est toutes ces notions-là qu'on veut avancer par le jeu. Et qu'est-ce que vous faites sur la route exactement? Vous êtes une équipe, là, mais votre fonction dans la CEF, là, j'aimerais savoir, c'est quoi votre rôle? En fait, on est intervenante en matière de budget et de consommation. Donc, nous, notre travail, c'est d'aider les gens à faire leur budget. Peu importe le salaire qu'on fait, peu importe nos problématiques, on est là pour aider les gens à faire leur budget. On est là aussi en matière de solutions à l'endettement pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des dettes. Et on est aussi là pour regarder avec les gens, donner de la formation sur plein de sujets qui touchent l'économie, qui touchent l'argent, comme le jeu Le Responsable, mais aussi au niveau de manger à faible budget, au niveau des choix de consommation aussi qu'on fait. Donc, on a vraiment une belle offre d'atelier. Donc, c'est une belle approche, finalement, pour pouvoir aller voir comment les gens réagissent, puis en
ensuite les conseiller un peu, mais on pourrait vous offrir tel atelier. Ça concerne qui exactement? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde ou... Bien, le programme Mes finances, mes choix est monté pour les 16-25 ans. Donc, le but de ces ateliers-là, c'est vraiment d'aller informer, éduquer les jeunes sur l'investissement, l'économie. Mais on s'entend, nous-mêmes, on a joué au jeu le responsable, puis on a eu pas mal de fun. Et que nous, notre désir, c'est vraiment que le plus de monde possible en profite, petits et grands. Bien, le petit, 16 ans et plus, là. Oui. Donc, vous visez les entreprises, les écoles... En effet, les entreprises, les écoles, dans le fond, toutes les personnes qui sont intéressées à comprendre, à en apprendre davantage sur l'investissement, c'est sûr qu'il faut quand même être 12 personnes minimum pour pouvoir jouer au jeu. Fait que faut se ramasser, mais une gang pour jouer, ça prend quand même 2 heures à jouer. Fait qu'il faut aussi prévoir ça, mais... Peu importe, là, à partir d'organismes communautaires, des milieux de vie, une maison des jeunes, peu importe. Nous, on se déplace, on amène le matériel, on a besoin d'espace, de table, d'ordinateur, puis on lance la partie. Ça peut plaire à tout le monde, là, comme les jeunes, là, avec l'ordinateur déjà là, ça accroche. Donc, comment on fait pour vous joindre, pour pouvoir jouer à ce fameux jeu? Vous pouvez nous appeler à la CEF au 1-866-566-7645. Sinon, en allant sur notre site Internet aussi, il y a l'adresse courriel de la CEF. Donc, nous envoyez un petit courriel, puis nous, on s'occupe de vous rappeler pour planifier tout ça. Et tout ça, c'est gratuit. Merci beaucoup à vous deux. Merci. La ressourcerie a un nouveau poste d'ouvert. Vous avez des habiletés en communication? C'est à vous que je m'adresse. Écoutez ce qui suit et peut-être que vous auriez un nouvel emploi à portée de main. Karine, on est ici pour parler de ton rôle ici à la ressourcerie. C'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce que tu fais au juste. Est-ce que tu peux me décrire vraiment ta fonction ici? Oui, certainement. Souvent, les gens ils pensent qu'on offre un service d'avocat ici en tant que défense collective des droits. Eh bien non. La réponse est non. Nous, dans le fond, on offre un service d'accompagnement avec une approche qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains, qui couvre notamment des situations de détresse, de vulnérabilité, d'exclusion, de discrimination. C'est ça en gros. Puis nos interventions se font par le biais d'une action politique non partisane, par de la représentation, par de la mobilisation puis de l'éducation populaire autonome. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire, entre autres, c'est remplir des formulaires gouvernementaux qui ne sont pas toujours évidents à remplir. Oui, c'est sûr, effectivement. Bien, on sert d'intermédiaire auprès de la sécurité du revenu, la sécurité de la vieillesse, la régie des rentes, l'assurance emploi. Donc, puis encore plus que ça, là, tu sais, si une personne a besoin de faire un changement d'adresse, on peut l'accompagner aussi. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Puis, on offre aussi des cafés-rencontres, des ateliers d'information sur divers sujets. Il faut s'inscrire quand même à l'avance là, pour pouvoir participer parce qu'on ne peut pas se joindre au café comme ça. Oui, c'est ça que l'idéal, c'est de nous téléphoner sur la ligne directe au 418-629-60-77. Puis aussi, bien, je voulais informer les gens que tous les services qu'on offre ici en tant que conseillère en défense collective des droits, c'est gratuit pour toute la population. C'est vraiment bon de savoir ça. Et puis, il faut aussi prendre rendez-vous là, pour quand c'est plus au niveau personnel, pas nécessairement un café-rencontre. Il faut prendre rendez-vous une semaine à l'avance pour pouvoir te rencontrer parce que des fois, il y a des périodes plus achalandées que d'autres. Oui, exactement. Donc, j'invite les gens à nous téléphoner d'avance pour pouvoir être en mesure de prendre rendez-vous puis les accompagner, les aider là, à remplir leur formulaire ou s'ils ont besoin d'une démarche d'information, bien, ça va me faire plaisir de leur répondre. Et là, on sait qu'il va y avoir une agente de communication qui va pouvoir faire la promotion de ton poste. Et puis, on va aller en discuter avec Martin. Merci beaucoup, Karine. Bien, merci beaucoup. Martin, on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps, mais on s'était dit que vous étiez à la recherche
d'une agente de communication. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour un peu éclaircir tout ça. Pourquoi vous avez besoin d'une agente de communication? Bon, bien, on va découvrir ça ensemble. Bon, l'agente en communication, le but premier, c'est de faire la promotion, de promouvoir et de faire rayonner davantage la défense collective des droits. Ça, c'est un département que la ressourcerie a. Et puis, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années que la ressourcerie a ce département-là. Et puis, ce qu'on s'aperçoit avec le temps, c'est que les gens, ils n'ont pas assez d'informations. Tu sais, on pourrait faire plus sur le territoire parce que les gens, ils ne connaissent pas encore davantage ce service-là. Fait que l'agent de communication, elle, son objectif, son mandat, ça va être, dans le fond, de promouvoir davantage, de faire rayonner la défense collective des droits sur le territoire, ici en région. Et puis, l'objectif aussi, c'est de faire, participer ou de s'organiser pour avoir des gens pour les ateliers. Ça touche toutes les personnes de tout âge. Faire des ateliers, faire des dépliants, donner de l'information, s'occuper des réseaux sociaux, promouvoir et faire beaucoup plus de visibilité dans ce département-là. Et puis, est-ce que c'est un poste à temps plein? Est-ce que c'est récurrent? Ça va revenir année après année? Ou? Ben oui. Ce qui est plaisant, c'est que ça va être un poste qui va être permanent de 30 heures semaine. Par contre, durant l'été, étant donné que c'est une période qui est plus tranquille, fait que la personne va être en congé pendant 2 mois. Parce que les gens, durant l'été, il y en a beaucoup qui vont en vacances, vont à l'extérieur, fait que la demande est moins forte. Et puis, ce poste-là, bien, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, en tout cas, la personne va avoir du plaisir au travail. Fait qu'on a une bonne équipe. Puis, en ayant une personne qui est dynamique et qui voit l'avancement de ces choses-là, il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on veut comme objectif. Là, t'sais. Et puis, pour poser la candidature, comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent aller directement sur le site d'Emploi Québec et puis ils vont voir le poste qui est agente de communication au niveau de la ressourcerie de la Matapédia. Ils peuvent postuler directement sur le site d'Emploi Québec ou encore de venir me rencontrer directement, venir déposer le curriculum vitae. Ça va me faire un plaisir de les recevoir directement à mon bureau. Pour des situations comme ça, j'accorde toujours du temps pour ces gens-là pour prendre un peu de temps de discuter avec eux autres, de voir un peu le cheminement, le carrière, qu'est-ce qu'ils avaient fait auparavant. Ça fait que c'est un petit peu ça. Alors, on vous souhaite de trouver la personne idéale. Ouais. Bien, merci beaucoup, Martin, encore une fois. Bien, merci à vous. Merci, c'est bien apprécié. Nathalie est allée rencontrer Jacques Pelletier, le maire de Val-Brillant, pour faire une mise à jour de tous les travaux routiers qui se déroulent dans cette municipalité. Monsieur Pelletier, il y a un comité de citoyens qui s'est formé à Val-Brillant pour avoir des nouvelles sur les travaux du détournement de la 132 à Val-Brillant, pour savoir où ça en est, là. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ça à leur transmettre? Hier soir, on a eu une réunion du conseil. On leur a... les gens n'étaient pas là. Les gens du comité n'étaient pas là. Et on avait une réponse à leur donner, mais peut-être pas celle qu'ils veulent entendre. Mais nous, on a fait des demandes au ministère des Transports. Ils nous ont envoyé les développements pour les 2 prochaines années, mais en bas, c'était marqué confidentiel à ne pas divulguer. OK. Vu que c'est des travaux qui sont faits sur la route 132 par le ministère des Transports. C'est eux autres qui font les règlements en fonction de ça. OK. Val-Brillant n'a pas nécessairement son mot à dire là-dedans. Bon, on a toujours notre mot à dire là-dedans, mais pour le moment, quand c'était le temps de parler, avant, quand on a eu des réunions sur les demandes que le comité nous a faites, les gens voulaient garder le tronçon en dessous du tunnel ouvert. Et ça a été, et le ministère des Transports est parti avec l'idée qu'on voulait le garder ouvert pour avoir un accès au lac par le village. OK. Donc, le viaduc pourrait rester là, l'ancien viaduc. Au moment où je vous parle, si je me fie à ce qui s'était passé à La Réunion, les gens de Val-Brillant, à ce moment-là, demandaient l'ouverture, garder le chemin ouvert pour avoir un accès au lac, oui. C'est ça.
Je sais que la question qui tue dans le moment, là, c'est la question de la maintenance de l'ancien viaduc. C'est ce qui tue. Là-dessus, on a demandé, on a des écrits, on a demandé un avis juridique là-dessus. Je suis en attente de savoir ce qui va se passer. Ça, si les gens étaient venus au conseil hier, ils auraient vu ça, puis ils auraient entendu cette réponse-là et tout. Ça me surprit de ne pas les voir, mais probablement qu'il y avait d'autres intérêts ailleurs. Alors, c'est ce que vous pouvez répondre à la population, mais vous avez tout de même autre chose à leur dire. Oui, ce que je veux leur dire, c'est qu'aussitôt qu'on va avoir des renseignements nouveaux et qu'on pourra dévoiler, on va avertir le comité des citoyens. Puis pour le moment, on n'a rien, on attend. On attend des réponses du ministère du Transport parce qu'il y a d'autres choses. On a posé d'autres choses. Et on attend l'avis juridique. On a eu le OK hier. C'est sûr qu'on ne l'aura pas matin. Venez pas me poser la question demain matin là, pour savoir si on l'a eu. On demande à l'avocat de nous dire exactement ce que ça renferme, puisque ça va nous donner à la municipalité de Val-Bréand dans les 50, 60 puis 100 ans plus tard. Et en même temps, vu que peut-être qu'on ne pourra pas se rencontrer, je voudrais souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année en santé à tous les concitoyens et concitoyennes de Val-Bréand, ou les Val-Bréantois ou Val-Bréantoises de Val-Bréand. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je le sais, vous êtes sûrement comme moi à la maison, vous regardez Pinterest, Facebook et vous voyez les gens qui font des super beaux emballages cadeaux et vous vous dites « Hé, moi je suis pas capable de faire ça, c'est sûr! » J'ai une solution pour vous. Le club La Rocade fait de l'emballage cadeau. Et oui, vous pouvez apporter vos cadeaux et des dames, des messieurs s'occupent d'emballer vos cadeaux à la Pinterest, mesdames et messieurs. Écoutez ce qui suit pour savoir où aller les retrouver. Marie, on te voit avec un magnifique cadeau ici, très bien enveloppé, parce que vous avez de la pratique pour le Club Richelieu. Ça fait déjà 30 ans que le Club Richelieu existe, mais ça fait pas aussi longtemps que ça que vous faites des cadeaux. Hein? Ça fait pas aussi longtemps que ça, mais ça fait plusieurs années. Moi, je pense que ça doit faire une quinzaine d'années qu'on le fait. Déjà? Oui. Puis, c'est encore chez Sport Expert que ça se passe cette année? Oui, chez Sport Expert, et c'est aux heures d'ouverture du magasin, bien sûr. Et si les gens sont gênés de rentrer par la porte avant avec leurs cadeaux, bien, rentrez par la porte arrière de l'atelier. OK. Puis, vous êtes combien pour emballer ça? Parce que là, il peut peut-être avoir une file d'attente énorme pour vos bons services. On est toujours, à peu près, toujours 3. En tout cas, 2 sur 3 pour emballer. Mais ça veut dire peut-être une quinzaine de bénévoles. Puis, le papier est fourni, les rubans sont fournis aussi, mais les gens peuvent amener leur propre papier. Oui, s'ils veulent. S'ils ont déjà fait des achats, mais sinon, on peut les faire. Puis, peu importe d'où viennent les cadeaux, là, même si c'est des choses qu'ils ont fait, on va les emballer. Ça peut être des boîtes de biscuits, on va les emballer. Mais je vous jure qu'on ne mangera pas. Puis, ça se passe de quelle date à quelle date? Normalement, c'est du jeudi. Je pense que c'est le 17 décembre jusqu'au 23 inclusivement. Mais on dit ça, puis à tous les ans, finalement, on finit par être là le 24 parce que les gens nous le demandent, alors on est là le 24. Puis, bien, on peut faire un don volontaire. Là, il n'y a pas de prix fixe. Oh non, aucun prix fixe. Les gens, tu sais, normalement, ils nous demandent, bien, comment... Bien, ça aurait coûté quoi si vous aviez acheté du papier et du ruban? C'est eux autres qui ont la réponse. Alors, on invite toute la population à y aller. Puis, les dons servent à quoi, finalement, quand on donne pour le Club Richelieu? Pour les œuvres du club. Oui. Mais c'est quoi vous faites exactement? Je pense que vous faites des dons pour les jeunes. Oui, dépendamment des demandes qu'on a, bien sûr. Mais souvent, c'est aussi... pas nécessairement des jeunes qui vont nous demander, mais ça peut être comme une association, une fondation, quelque chose. Alors, à ce moment-là, ce petit surplus-là va là. On invite la population à être généreuse et à profiter de vos bons services. Merci beaucoup, Marie. Et tout le monde, vous venez nous voir. On retrouve Vincent Dufour qui vous rappelle l'importance de recycler.
Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour parler recyclage parce qu'il y a eu une polémique autour de ça, que, bon, il y avait le verre qui n'était pas bien recyclé quand c'était trop mélangé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recycler? Bien, comme tu dis, une grosse polémique. Entre autres, on parlait des taux de recyclage du verre qui étaient très faibles selon le rapport de 2015. Depuis ce temps-là, ils ont quand même un peu augmenté. Mais ça reste que pour la majorité des gens, on veut, quand on met, par exemple, une bouteille de vin dans le bac bleu, on aimerait ça que ça redevienne une bouteille à la fin. Alors qu'actuellement, c'est pas recyclé, c'est revalorisé. Donc, on va... La valorisation, par exemple, souvent, ce qui est utilisé comme exemple, c'est en site d'enfouissement où est-ce que c'est utilisé comme matière de recouvrement. Mais ce qu'on dit, c'est que dans le fond, on remplace une matière première qui aurait été du gravier ou du sable par une matière qui vient du bac bleu, qui est le verre, par exemple. Donc, on considère que c'est mieux quand on prend les 3 RVE, bien, le V, valorisation, est mieux que le E, qui est élimination. Bien, j'ai vu ça à Gaspé. Ils avaient fait des sentiers en petits en granules de verre. Bien, effectivement, en Gaspésie, il y avait... ils ont modernisé leur centre de tri afin de pouvoir utiliser... Dans le fond, ça fait du granule qui est de verre qui est exempt de contaminants à 98 %. Donc, ils étaient capables d'utiliser comme paillet de verre. Ils l'ont utilisé comme abrasif sur les routes, par exemple. Nous, on en a discuté dans le coin. On s'est même posé la question comme recharge de sable pour l'érosion côtière. On s'est posé des questions à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais évidemment, ça prend la technologie d'abord. Le gouvernement aussi s'est posé la question. Cet été, dans les médias, on a entendu parler le mandat d'initiative par rapport à la récupération du verre qu'il y a eu en août, qui est ressorti avec un rapport avec quelques recommandations par rapport à ça, dont, entre autres, une consigne élargie sur les bouteilles de vin. Il y a aussi un comité qui a été mis en place par le ministre de l'Environnement pour repenser l'industrie du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a beaucoup de choses malmenées. Fait que ça vaut la peine, effectivement, de se poser la question, ça vaut-tu la peine de recycler? Puis, on parle de la crise aussi avec la Chine. On sait... Puis, cet été aussi, on en a parlé des centres de tri qui menaçaient de fermer parce qu'ils n'arrivaient plus à atteindre la rentabilité nécessaire pour fonctionner. La réponse à ça vaut-il la peine de recycler est oui. Elle va toujours être oui. Sauf que ça reste quand même, il y a tout le temps des obstacles. C'est des obstacles qui ne touchent pas les gens. C'est des obstacles plus liés à l'administration, plus liés à la politique. C'est comme dans toute entreprise. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'il faut penser à un centre de tri, par exemple, en 2 sources de revenus. D'un, la revente des matières et de 2, l'approvisionnement, dans le fond. Donc, quand on envoie les matières, on paye un montant à la tonne. Et après ça, eux, quand ils vendent, ils reçoivent un montant à la tonne. Donc, ils ont 2 sources de revenus. Quand il y a une des 2 sources qui est débalancée, bien évidemment, ça crée un problème. La source qui est débalancée, c'est le côté de la vente. C'est que, dans le fond, la crise de la Chine, ce que ça a fait... par exemple, notre centre de tri à Montjoly, où on envoie notre bac bleu, lui, n'allait pas en Chine. Donc, son marché était québécois, il pouvait se départir de ses matières au Québec. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres centres de tri du Québec qui envoyaient l'équivalent de 400 000 tonnes de matière en Chine. Et lorsque la Chine a fermé ses portes aux matières recyclables de l'Occident, 400 000 tonnes de matière qui allaient en Chine se retrouvaient maintenant sur le marché québécois. Donc, le prix du marché a chuté. Donc, c'est ce qui fait qu'en vendant, on atteint on génère beaucoup moins de revenus. C'est ce qui a mis la problématique dans les centres de tri, évidemment, moins de revenus, des pertes d'opération. Donc, éventuellement, il faut retravailler ça. Donc, ce n'est pas un problème de débouché. Nos matières sont recyclées. Nos matières ont une débouchée. C'est seulement que pour le centre de tri, ils font ça à perte. Ou ils font ça avec des bénéfices beaucoup moins élevés que ce qui était prévu. Donc, évidemment, ça entraîne des problèmes après. Mais comment remédier à ça? Deuxième chose qu'il y a aussi, c'est qu'au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est que le système de collecte et de récupération est financé à, disons, 90-95 % par l'industrie. Donc, prendre l'exemple, boîte de céréales, la compagnie qui fait la boîte de céréales va déjà payer pour que cette boîte-là soit recyclée. Donc, elle va donner ce montant-là à Éco-Entreprise Québec, qui, eux, vont le donner à Recyc Québec, qui, eux, vont le redonner aux municipalités pour qu'il y ait une collecte et pour qu'il y ait du recyclage. Donc, quand vous achetez votre boîte de céréales, dans le fond, évidemment, quand une compagnie paye quelque chose, il refile la facture au client. Donc, quand vous achetez votre boîte de céréales, vous avez déjà payé à quelque part pour qu'elle soit recyclée. Donc, c'est un peu le principe pollueur-payeur, dans le fond. Donc, évidemment, le mettre à la poubelle, ça n'a pas de bon sens quand
Vous avez déjà payé à quelque part pour que ça soit mis dans le bac bleu, que ça soit recyclé. Donc, évidemment, dans cette problématique-là, on dit c'est le principe pollueur-payeur. Donc, évidemment, ces entreprises-là qui génèrent des matières qui doivent être recyclées et que les coûts de recyclage augmentent, mais il va falloir à quelque part qu'ils payent par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est de là que ça part. C'est de là que ça part, c'est le principe pollueur-payeur. Donc, c'est tout ça qui est en train d'être retravaillé actuellement. Puis, troisième point, pourquoi ça vaut la peine de recycler, c'est que Matapédia Métis, par année, on détourne 4000 tonnes de matière de l'enfouissement par le recyclage. Donc, ça vaut la peine quand même quand on pense que ça coûte beaucoup plus cher envoyer les matières à l'enfouissement, des matières en plus qui deviennent inutiles parce qu'on met ça dans un trou, on ferme ça, puis on laisse ça aux générations futures, versus le recyclage où ça nous coûte beaucoup moins cher en termes de coût à la tonne. Et en plus, on a déjà payé pour que ça soit recyclé, en plus, en achetant le produit. Et en plus de ça, ça va pouvoir redevenir un nouveau produit. Ça fait de l'économie circulaire. Donc, c'est 4000 tonnes de matière chaque année qu'on continue d'envoyer là. Donc, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de recycler. Oui, et puis en plus, c'est financé, le système de tri. L'enfouissement, ça, c'est pas financé. Comme je disais tantôt, Recycle Québec reçoit l'argent. Puis nous, les municipalités, quand on fait la collecte, quand on fait le traitement, je vous disais tantôt, le centre de tri reçoit un montant pour le traitement des matières. Dans le fond, après ça, les municipalités sont compensées à 90-95 %. C'est ce qui fait qu'un coût de, disons, 55-60 $ pour le traitement, plus puis après ça, la collecte, on rajoute un autre 50 $ la tonne. Ce qui fait qu'un coût d'à peu près 100 $ la tonne, en réalité, nous coûte 10 $ la tonne. Ce qui est beaucoup moins que les déchets qui, juste pour le traitement, nous coûtent déjà 130 $ la tonne. Donc. Ça vaut la peine d'approfondir les choses. Merci beaucoup. Je suis allée à la bibliothèque d'Amqui rencontrer Mike, le bibliothécaire, pour vous faire une autre chronique livre. Écoutez bien ce qui suit. Salut Mike! Bonjour! Ça va bien? Bien vous-même? Oui! T'as plein de belles choses encore à nous montrer aujourd'hui, dont un sac de farine. Explique-moi, qu'est-ce que ça fait dans une bibliothèque, un sac de farine? Donc, pour tout le mois de décembre... Oui! Oui, c'est possible de payer ses frais de retard avec des denrées non périssables. OK! Puis si vous n'avez pas de frais de retard, vous pouvez venir les déposer aussi à la bibliothèque, au loisir et à l'hôtel de ville. OK! Aussi. Oui. Fait que dans le fond... Est-ce que c'est le coût d'un sac de farine égal à mon coût de retard? Non, pour chaque denrée non périssable, on enlève un frais de retard, OK. $1 de frais de retard. OK. Puis c'est remis à Moisson Vallée de Matapédia ensuite, par la suite. Oui. C'est bien cool, ça. C'est-tu une première à la bibliothèque d'Amqui? À ce que je sache, oui. OK. Et de donner les denrées aussi dans différents points de service de la ville, je crois aussi. Ah, ben c'est super ça. J'espère que ça va être tout un succès. Donc, ayez des livres en retard, tout le monde, et payez en denrées. Jusqu'à maintenant, on a accumulé quand même pas mal de denrées. Oui. C'est cool, ça. Bravo, belle initiative. Oui. Super, ça. Puis là, tu as des sélections pour nous, pour des nouveautés, en fait, à nous présenter. Oui, je vais commencer par les dernières nouveautés, dernière acquisition pour les jeunes. Oui. Jeunes ados. J'ai acheté la revue Cool aussi, un nouvel abonnement. Oui, donc à chaque mois, tu vas avoir le nouveau. Oui, à chaque nouveau numéro, OK. ainsi que Curium, qui est par les débrouillards. Donc, ça, c'est cool. Très populaire aussi auprès des jeunes. Oui, peut-être plus vers 12 ans, hein, je pense, Curium. Celui pour les 14 plus. OK. Mais si vous avez en bas de 14, je ne vous carterai pas. Vous pouvez l'emprunter quand même. C'est bon? Oui. Ensuite, alors, je le vois, ça, j'ai tellement envie de le prendre tout de suite. Oui, j'ai acheté mes derniers DVD pour l'année. C'est Bob Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près. Le très grand regretté Bob Bissonnette qui est décédé il y a quelques années. Oui, ici, dans le coin, en plus, qui est décédé d'un accident d'hélicoptère. Oui, tout à fait. Donc... Et en arrière, ça dit « le meilleur documentaire au monde Oui. ». Fait que vous n'avez pas le choix de venir l'emprunter Oui, à la vous n'avez Bibli. pas le choix de l'acheter. J'espère que c'est vraiment le meilleur documentaire au monde, mais moi, j'ai très, très hâte de l'écouter. Oui. Et toi aussi, tu me disais tantôt que tu avais hâte de vraiment. l'écouter. Fait qu'attendez une couple de jours, je l'emprunte, Oui. je vais le rapporter. Oui. Vous allez pouvoir l'emprunter. Oui. Ensuite, côté lecture... je voulais parler de ma lecture actuelle. Oui. Serge Bouchard, c'est pas le livre que je suis en train de lire parce que l'autre qui est prêté. C'est Autant des mammouths laineux. Oui. C'est pas nouveau, ça, hein? Non, c'est quand même une couple d'années. Oui, c'est celui-là qui vient de sortir, je Oui, pense. même un autre qui est sorti par après, OK. de mémoire. Je me rappelle plus du titre, mais je pense qu'il y a Camion dedans Oui. aussi. Donc, Serge Bouchard, c'est un anthropologue québécois oui. Qui roule sa bosse depuis, je crois, environ une quarantaine d'années. Et bien que c'est un anthropologue, la lecture est très facile, c'est très simple et tu as le goût d'aller prendre une bière avec. Serge Bouchard. OK. C'est un raconteur. C'est un raconteur OK. d'anecdotes, de son histoire. OK. Mais c'est tellement vulgarisé que c'est accessible à tous. OK. C'est vraiment...
De quoi ça parle, celui-là que tu es en train de lire, là? Parce que lui, c'est un anthropologue qui a décidé de faire des études pas mal sur les Amérindiens. OK. Et il part en camion dans le nord du Québec. OK. Et c'est vraiment c'est souvent les yeux tristes de mon camion, là, c'est autant des mammouths laineux. Oui. C'est vraiment son expérience, qu'il n'y avait pas de demande, il n'y a pas de subvention, fait qu'il faisait quasiment les études à ses frais. OK. Et il a toujours frôlé la pauvreté, mais il a OK. toujours réussi à s'en sortir pareil un peu. Et aussi, il était à la télévision beaucoup. Fait Oui. que, Ben oui, on le connaît, c'est Bouchard-Taylor, là, la commission Bouchard-Taylor, c'était lui, ça. fait que oui, c'est un type très intéressant. Vraiment. Et moi, je vous suggère de le lire parce que c'est vraiment accessible à tous. Oui, fait que dans le fond, une belle lecture, on se fait raconter une histoire. Oui. Puis on embarque dans l'univers. C'est vraiment qu'il raconte un peu sa vie. OK. Vraiment, qui est très intéressant. OK. Et là, je vois que tu as des nouvelles revues aussi pour nous, les adultes. Oui, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique internationale. Courrier international que je viens de recevoir aussi dernièrement. Tout à fait. Moi, j'adore ça. C'est très intéressant. Oui. Et c'est comme un livre 3 semaines et vous pouvez l'emmener à la maison. Parfait. Oui. Fait que dans le fond, ça sert à rien de s'abonner. La bibliothèque, on peut les emprunter. C'est ça. Nous, on sauve des sous, puis en même temps, on sauve des arbres, puis on est informé de ce qui se passe dans le monde avec Exactement. ça. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai un petit coup de cœur de livre, là, je me permets. Là. Les mamans hockey mom à la maison, ça vient de sortir. C'est tout chaud, tout chaud. C'est de Geneviève Guilbeault. Les mamans qui ont des petits gars qui jouent au hockey, vous la connaissez, par Tiggy Lapoque. C'est l'auteur des 5 Tiggy Lapoque. Et elle s'est mise avec Marie-Lou Addison pour écrire Hockey Mom. C'est savoureux comme livre, très, très excellent. On se reconnaît, là. C'est des mamans qui passent les hivers dans les arénas, puis avec leur petit bonhomme qui joue au hockey, et tout ce qui importe. Et c'est 18 ans et plus, donc il y aura un peu de love, d'amour dans le livre pour nous divertir. À lire dans une pratique de hockey près de chez vous. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose à nous présenter, Mike? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc on vous rappelle que tout le mois de décembre, vous pouvez payer vos retards de livres avec des denrées et venez à la bibliothèque. Y a-t-il des activités gratuites? J'ai toujours mes heures du compte, la zoothérapie. Oui. Et aussi, peut-être, je vais lancer un appel à la population. Si vous avez des idées de conférences ou si vous-même, vous avez des connaissances et que vous voulez les partager, contactez-nous. Parfait. Fait que ça peut être n'importe quel sujet. Vous avez envie de partager votre passion avec les autres. La bibliothèque d'Amqui peut vous recevoir et vous pouvez partager. Tout à fait. Donc, venez à la bibliothèque, emprunter des livres, vous amuser et vous divertir. Oui. Merci, Mike. Merci. Un déjeuner est prévu dimanche le 5 janvier 2020 à la salle des 50 ans et plus de Valbriand de 7h à 13h30 au prix de 7 $ par adulte et 5 $ par enfant de 12 ans et moins. Les fonds amassés seront remis à une jeune femme monoparentale de Valbriand atteinte d'un cancer du sein. Vous pouvez acheter vos billets à l'épicerie Côté de Valbriand, au Crevier de Valbriand, ainsi qu'auprès de Nadia Chicoine, Valérie Allaire, Isabelle Perron et Rebecca Robichaud. La famille Myriam organise pour une 3e année son sentier de Noël qui a attiré plus de 500 personnes l'an dernier. Veuillez vous inscrire à l'avance au 88 778 3110. À ne pas manquer samedi le 28 décembre à 13h, spectacle de magie par Gabriel Lemarque-Ampero à Val-d'Irène et c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette édition d'Info.tvc. Cette semaine, en émission spéciale, on vous met dans l'ambiance de Noël avec le concert de l'ensemble Gérard Charret de Cause Abscale qui a eu lieu récemment dans la Matapédia. Et je vous invite aussi à jouer au Télébingo ce dimanche 12h30 et surtout à mettre une petite étoile le 29 décembre. Ce sera notre gros bingo de Noël, une première. Allez chez grand-maman, achetez-vous des cartes et jouez au Télébingo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous dis bonne semaine. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.